Bonsoir et bienvenue sur le plateau de cette 18e édition du Festival des cinémas d'Afrique du Pays d'Apt. Ce soir, pour cette clôture de cette édition extraordinaire, présent sur ce magnifique plateau, la salle des Carmes à Apt, Joëlle Danérol, la présidente du festival, Marie Clem, la directrice du festival, et Tahar Chiraoui, le commissaire de Africa 2020, bien sûr, et bien d'autres fonctions au sein du festival. Eh bien, Joëlle, sans plus attendre, peut-être comment qualifier cette édition extraordinaire? Bon, on a décidé d'être optimiste et de ne voir que les bons côtés. On va quand même évidemment regretter, être désolé de ne pas vous avoir accueilli, vous les spectateurs, dans des salles obscures et de partager ces moments qui sont quand même irremplaçables, aussi bien pour visionner les films que pour rencontrer et débattre avec les invités, les réalisateurs et les professionnels du cinéma. Ça, évidemment. Mais on peut quand même voir pas mal d'avantages et on a pu vivre de très très belles surprises grâce à ce dispositif obligé, mais bon, voilà, qui a finalement fait émerger d'autres très très bonnes choses. Alors quand même, on a eu en chair et en os quelques spectateurs, c'est environ un petit peu moins de 400 élèves ont pu voir les films dans cette salle ici, dans la chapelle des Carmes, et puis également à la cité scolaire. Voilà, ils ont pu voir les films, ils ont pu débattre avec Tahar et Olivier, et tous les réalisateurs qui ont été présents physiquement pendant le festival ont rencontré certaines de ces classes, certains de ces élèves. Donc ça, c'est vraiment très bien, puisqu'on a quand même vu des vrais spectateurs qu'on pouvait toucher quasiment. Enfin non, on n'a pas le droit. Ensuite, on a eu peu de séances, puisque c'était seulement 8 séances, 8 soirées, 8 séances et des tables rondes. Mais ça a permis à ces films d'être développés dans le temps et dans l'espace. C'est-à-dire que ces films, d'une part, ont été vus un peu partout dans le monde, soyons modestes, et puis d'autre part, ont été vus sur une durée beaucoup plus longue que l'habituelle première diffusion et rediffusion. Ça, c'était vraiment très bien. Et puis les débats, de la même manière, ont été des moments très forts, puisqu'ils ont été animés par Tahar et Olivier, donc nos deux présentateurs, animateurs, je ne sais pas trop comment les définir, hein, facilitateurs de compréhension, je dirais, d'échange avec le public. Donc ces débats ont toujours eu lieu, sauf celui de ce soir, avec un invité qui était là ici physiquement, assez peu, mais de toute façon à distance dans leur propre pays et par le biais de Zoom, voilà. Donc ça, c'était de toute façon un plus d'avoir. En plus, il s'est passé quelque chose. C'est quelque chose qu'on n'avait jamais pu faire parce que c'était pas possible
d'avoir nos deux animateurs qui se sont révélés absolument complémentaires, et c'était vraiment très riche. Ensuite, par ce système-là, on a finalement, le site a été énormément visité et ça nous a donné une reconnaissance, ça nous a apporté une reconnaissance qui va bien au-delà du pays d'Apt. C'est-à-dire qu'effectivement, on peut imaginer que le festival va rester dans les repères de beaucoup plus de gens que nos spectateurs habituels. L'autre avantage également, c'est que les jeunes, le public jeune, est beaucoup plus à l'aise avec ce dispositif numérique et que par conséquent, on s'est aperçu avec les statistiques, là, Marie vous en parlera un petit peu plus tout à l'heure, on a eu beaucoup plus de spectateurs plus jeunes qu'à l'habitude. La dernière chose, c'est des rencontres qui ont été quand même assez folles. Sur le même écran, on a eu pendant, par exemple, la table ronde du dimanche sur la diffusion des films de manière immatérielle. On avait sur l'écran, donc on avait 5 personnes qui étaient tous à distance, et on avait sur le plateau, rappelez-moi combien de personnes on avait pour 2 personnes pour le dimanche. On avait Karim Dridi. Que Karim, Olivier voilà. Ettard. Voilà, Karim, effectivement, et puis 5 autres professionnels du cinéma dans différents pays d'Afrique. Et là, par exemple, c'est juste un exemple pour illustrer mon propos, Mohamed Frini, tunisien, qui est un distributeur qui fait un boulot incroyable en Tunisie de diffusion du cinéma, des films produits en Tunisie, et Bernie Goldblatt, qui est réalisateur et producteur de cinéma burkinabé. Ils se sont rencontrés, c'était assez étonnant parce qu'ils étaient tous les deux sur notre écran et ils se sont parlé comme ça. Pour la première fois. Pour la première fois, ils se connaissaient mais ils s'étaient jamais parlé et ils se sont donné rendez-vous et on sait ils ont déjà organisé une rencontre virtuelle également et qu'ils ont établi des projets pour justement la diffusion du cinéma en Afrique, en fait tout ce qui peut se passer autour du cinéma en Afrique. Voilà, donc ça c'est vraiment super. Très bien. Marie, peut-être tu peux nous donner quelques éléments statistiques sur cette édition, l'édition de l'année 2020. Oui, donc on a regardé les statistiques en début d'après-midi. Alors, on a eu 1956 spectateurs uniques. Ça veut dire de personnes connectées depuis un ordinateur différent ou une tablette. Donc, après, il pouvait être plusieurs, évidemment, ça on ne le saura jamais, mais très certainement plusieurs autour de ces écrans. Il y a eu 4236 vues en tout de films et débats. Donc, ça veut dire que les spectateurs connectés ont visionné au moins 1 ou 2 programmes et 51 pays différents. Et de tous les continents, Brésil, Canada, sur l'Afrique, beaucoup de pays évidemment, et puis il y en avait même au Japon, en Australie et beaucoup en Europe, Espagne et Allemand très présents, donc il devait y avoir des francophones aussi pour suivre tout ça. Mais donc on était épatés qu'il y ait 51 pays différents. En moyenne, pendant les débats en direct qui avaient lieu à 22h, qui étaient certes une heure un peu tardive, mais qui permettait aux personnes qui travaillent d'avoir le temps d'avoir vu le film et d'assister au débat. Donc là, en direct, on avait une moyenne de 30 à 40 personnes tous les soirs qui pouvaient du coup poser leurs questions pendant le débat. Et ensuite, avec tous les replays, il y a eu en moyenne 300 vues pour chaque diffusion de débat et table ronde. Donc c'est énorme. On est vraiment très contents. Et à savoir que tous ces débats resteront sur notre site encore bien longtemps et vous avez encore des films visibles jusqu'au 31 janvier. Et comme tu disais, Joël, on a eu 382 élèves, collèges et lycées confondus, qui ont pu voir plein de films et rencontrer les cinéastes et avec des débats vraiment très riches. On était très, très contents d'avoir ces spectateurs uniques. Et à l'occasion du festival, il y a aussi le marathon vidéo. La 7e édition avait lieu cette année, donc quelques chiffres là-dessus aussi? Alors le marathon, cette année, on l'a ouvert à l'international, puisque tout le festival permettait d'être vu partout. Donc, on a eu l'agréable surprise d'avoir 24 films que l'on a reçus le dimanche soir à minuit.
de 7 pays différents. Des films magnifiques, je vous invite à les regarder, parce que quand on regarde les statistiques, il y a eu 376 personnes, en tout cas, écran d'ordinateur connectés pour voir les films. Mais pour le prix du public et le vote, il y a eu 6257 votes. Donc, ça veut dire qu'il y a quand même des gens qui ont voté sans forcément avoir vu les films, mais qui ont sans doute voté pour leurs amis. C'est super d'avoir soutenu. Mais je vous invite vraiment à aller voir tous ces films parce qu'ils sont d'une inventivité incroyable. Le thème n'était pas facile et vraiment, on a des résultats splendides. Donc, ces 24 films sont disponibles sur notre site également. Merci Marie pour ces indications. Joël, ce festival en particulier, plus que les autres, ne pourrait pas exister sans un certain nombre de soutiens. Est-ce que tu peux nous dire 2 mots? Absolument. Évidemment, on est heureusement toujours soutenu par les institutions et les collectivités. Ça, c'est vraiment indispensable pour nous. On est soutenu également par 3 mécènes. On a 3 mécènes très importants qui continuent de nous aider, certains depuis pas mal d'années. Et puis, on a aussi 32 entreprises qui nous soutiennent par des encarts publicitaires dans le catalogue cette année, ce qui est d'habitude un programme. Et vous retrouvez évidemment tous les noms de tous ces partenaires sur votre écran à l'instant. Voilà. Même. C'est pas fini. Pardon, oui, Joël, poursuis. Et j'en profite également pour remercier le cinéma, même si on n'y est pas. On les remercie parce que déjà, ils ont donné des nouvelles du festival jour après jour, en partageant sur les réseaux sociaux tout ce qui se passait dans la journée pendant le festival. On remercie la MJC également qui nous a accueillis pour le montage des films toute la journée de dimanche, ce qui était quand même un effort de leur part en ce moment. On remercie évidemment le Collège Jeanne d'Arc qui nous a mis à disposition cette salle incroyable et vraiment parfaite pour cet exercice-là. Et puis pendant le festival, ou en tout cas pour sa construction, sa diffusion et son accompagnement, on a compté on a été 32 personnes, professionnelles ou bénévoles, à participer, pour accompagner toutes les actions de cette édition. Et puis maintenant, j'ai envie quand même de saluer d'un grand coup de chapeau l'équipe technique que vous ne voyez pas pour le moment, mais que vous allez voir. Donc, il s'agit de Tom Doumeau. Voilà. Ensuite, on a Violette Danérol, qui est médiatrice, qui va transmettre les questions que vous allez envoyer par chat. Quelquefois, c'est pas Violette, c'est Sébastien Leroux-Lillo, alias Laurent Libaciello, n'est-ce pas, Laurent? Oui, bien sûr. Voilà. Et puis, nous avons également Léa Bellec, qui est également le binôme de Marie, la directrice. Jean-Marc Faure, aux manettes, depuis le début du festival également. Et puis, Joshua Hotz, à la caméra, certains soirs également. On les remercie et on peut même les applaudir, je crois. Merci à vous tous. Oui. Un dernier petit mot, en tout cas de ma part, pour nos 2 présentateurs, donc Tar qui est ici, et puis Olivier que vous allez voir dans un moment quand on vous aura laissé voir un certain nombre de choses, et puis que Olivier et Tar vont être là pour vous accompagner pour le débat sur le dernier film de cette édition. Bien sûr, merci Joël. Alors évidemment, on ne peut pas faire ces remerciements sans remercier les nombreux spectateurs et spectatrices qui étaient avec nous. Et c'est un des grands soutiens du festival aussi. Marie? Oui, complètement. On est enchantés parce que malgré effectivement que vous ne soyez pas avec nous physiquement, vous nous avez soutenus, vous étiez présents derrière vos ordinateurs. Et puis on avait mis une cagnotte en ligne depuis la conférence de presse. Et vous avez été 54 contributeurs, on a 1 507 € récoltés à ce jour, ce qui va vraiment nous aider à pouvoir payer, entre autres, la diffusion, le droit des films.
Et voilà, la cagnotte reste ouverte, évidemment, si vous avez toujours envie de participer, mais un grand merci pour votre contribution. On peut retrouver cette cagnotte sur le site du festival, dont vous connaissez parfaitement l'adresse, puisque vous nous suivez actuellement ou via Facebook ou donc sur le site africapt-festival.fr. Tahar, ça va? Oui, super. Alors, cette 18e édition est particulière aussi parce qu'elle s'inscrit dans la saison Africa 2020. Oui. C'est bien ça? Tout à fait. J'aimerais que tu nous brosses rapidement un petit peu la suite du programme à venir, puisque vous l'avez vu, le catalogue présente toute une série de films que vous n'avez pas vus cette semaine et que nous espérons vous pourrez voir tout au long de l'année, mais il y a d'autres actions. Voilà, je ne voudrais pas être long parce qu'il y a beaucoup de choses à dire et puis la séance continue. Je dirais juste que l'action continue jusqu'au mois de juillet avec beaucoup de choses, des projections de films régulières à Apt en présence du cinéaste avec des débats, mais aussi dans les villes où il y a des salles à réessai d'un côté. Ensuite, nous avons également décidé d'organiser un ciné-concert avec les élèves du conservatoire du pays d'Apt. C'est un travail qui va durer un certain temps, qui sera encadré par un musicien de film tunisien, Zied Meddeb Hamrouni, travail qui sera restitué à la fin de l'année, mais à des moments différents jusqu'à la 19e session du Festival de cinéma d'Apt en 2021, en novembre. Nous aurons aussi à tourner dans les villages de la communauté de communes avec des spécialistes des cultures africaines pour discuter avec le public de tel et tel sujet. Et puis ensuite, nous avons aussi programmé des résidences d'écriture, 3 résidences d'écriture, 2 de court-métrage, 1 de long-métrage au mois de mars et d'avril. Voilà, tout cela va continuer jusqu'au mois de juillet. Merci Tahar. Évidemment, vous serez informé des dates précises sur le site en restant attentif et régulièrement connecté sur ce site, en plus de revoir éventuellement les tables rondes ou les débats qui figureront comme une ressource supplémentaire sur le site. Et pendant que tu parles, ça me fait penser qu'on essaiera dans la mesure du possible, toutes les conférences et débats qu'on fera dans la communauté de communes, on essaiera de les enregistrer et de pouvoir en faire profiter les spectateurs. Tout à fait. Il me semble que c'est un scoop là. Alors, sans plus attendre, il est peut-être l'heure de procéder à l'annonce des palmarès, des différents palmarès de cette édition. Et donc, c'est à moi que revient l'honneur de présenter le prix du public du 7e marathon du Festival des cinémas d'Afrique du pays d'Apt. Alors, j'aimerais rappeler très rapidement, le marathon, c'est produire un film de 3 minutes en 48 heures. Oui, 48 heures, c'est court. Avec un thème imposé. Cette année, c'était air conditionné. Et évidemment, avec une citation sur la ville d'Apt. Ça, c'était une contrainte supplémentaire. Je vous invite évidemment, si vous ne l'avez pas fait, à aller voir l'ensemble des films qui sont présentés, qui sont sur le site. C'est bien ça. Eh bien, hop. Le film primé par le public avec 1854 votes, ce film-là, autour du thème R conditionné, et il n'y a pas de roulement de tambour, mais on peut les imaginer tous ensemble. Le film R a signalé de l'équipe Osmose du Maroc. Bravo à eux. Bravo. Alors, nous verrons ce film dans quelques instants, puis par la suite, ça n'est pas cette fiche. C'est le jury professionnel qui vous délivrera les résultats du palmarès des 3 autres films qui sont primés. Et nous visionnerons ensuite ces 3 autres films. Après quoi, nous pourrons ensuite passer le micro à Tahar
et Olivier pour la suite de la soirée autour du débat, du dernier, enfin pas du dernier film, si du dernier film de la programmation et le dernier débat de la soirée et du festival, Bouddha in Africa de Nicole Schaffer. Voilà. Eh bien, sans plus tarder, je vous passe l'antenne et bon film, bonne projection et à très bientôt pour une prochaine édition du festival. Ok Mira, allume la lumière. Méditation terminée. Votre dressing s'ouvrira à 6h30. Ok, c'est quoi le programme d'aujourd'hui? À 7h, vous devrez réserver vos places pour le Festival des cinémas d'Afrique du Pays d'Apt. À 8h30, une réunion en ligne est programmée avec le directeur. À 9h, vous pourrez sortir. À midi VEU. Amid, impossible de terminer la commande. Un virus est entré dans le programme. Air conditionné défectueux. 45 minutes d'oxygène restant. Ouverture de la porte programmée à 9h. Impossible d'obéir à la commande. Ouverture de la porte programmée à 9h. Air conditionné défectueux. 40 minutes d'oxygène restant. Mais c'est pas possible. Que va penser le directeur? J'ai fini le travail. Je vais pas mourir, faudrait que je le rende pas avant de mourir. Air conditionné défectueux. 30 minutes d'oxygène restant. Air conditionné défectueux. 30 minutes d'oxygène restant. Ouais, je pourrais sortir de là. Ok, la poignée, la télécommande, ok, la télécommande. Impossible d'obéir à la commande. Air conditionné défectueux. 20 minutes d'oxygène restant. Mais tais-toi. Air conditionné défectueux. 20 minutes d'oxygène restant. Qu'est-ce que je fais là? Mais je suis qui, moi? Vous êtes utilisatrice XF 612. 25 ans, sexe féminin. À 7h, vous devrez réserver vos places. Air conditionné défectueux. 15 minutes d'oxygène restant. Oh, sors de ma tête. Je n'existe pas, tu sors de ma tête, je n'existe pas. Air conditionné défectueux. 10 minutes d'oxygène restant. Air conditionné défectueux. 5 minutes d'oxygène restant. Air conditionné défectueux. Bonsoir à vous. Tout d'abord, merci au Festival des cinémas d'Afrique du Pays d'Apt qui ont, malgré les circonstances assez délicates que nous connaissons, ont organisé ce festival. Nous, dans le cadre du 7e marathon vidéo de ce festival, nous avons visionné, en tant que membre du jury, 24 films venus du monde entier pour la première fois. Nous avons des films, bien sûr, de France, mais également des États-Unis, Chicago, de Chine. Enfin, beaucoup de pays étaient représentés. Après une délibération, somme toute, très agréable, nous avons décidé de remettre donc le troisième prix au film Air conditionné, produit par la société MSI Productions d'Abidjan en Côte d'Ivoire. Pourquoi ce troisième prix? Parce que c'est un film à la fois
profondément humain et drôle. Donc, je passe la parole à ma collègue qui va remettre le second prix. Bonsoir. Alors, le deuxième prix est attribué à un petit air conditionné de Malucialo, de Pertuis, France, donc, pour son rythme, son aspect musical et son regard intéressant sur l'actualité politique. Et je laisse la parole à Khadija pour vous Notre dire. présidente. Oui. Je ne suis pas président, nous sommes tous présidents. C'est un mot qui fait peur en Tunisie. Bonsoir à tous. Alors, moi, je suis très contente d'annoncer ce premier prix. Donc, je crois que c'était un prix, c'est à l'unanimité que nous avons choisi ce film. Ce film, c'est L'école à distance de Aiko, Chicago, USA. Pour son approche cinématographique, sa poésie et le traitement original du thème de la séparation, de l'éloignement et du Covid, tout en respectant le thème imposé par le festival qui est l'air conditionné. Donc, félicitations à l'heureux gagnant et bonsoir à tous. Ah, papa, tu es là? Oui, ma fille. Ça va, papa? Oui, ça va. Les enfants, mettez les bagages de votre grand-père là-bas. Et chez toi? Ça va, papa? Grand-père. Ça va, ça va. Ah oui. Les jumeaux têtus. Bon, papa, comme tu es fatigué, tu vas aller te reposer. Comme ça, après, on pourra mieux discuter. D'accord. Les enfants, accompagnez votre grand-père dans la chambre. Allons, grand-père. Ok. Allez. Oh. Bon, grand-père. Oui. Voici ta chambre, hein. Voilà, c'est chez toi. D'accord. C'est chez toi, hein. Voilà, si tu as chaud, voici le bouton de l'air conditionné. D'accord. Donc, repose-toi bien et à plus tard. Merci bien, mon petit-fils. Merci bien, mon père. Merci. Merci. Le air conditionné, ça ne marche pas encore. C'est la foutaise, ça. À péter. Voilà. Pendant que je suis dans la chaleur, là, à appétit, tous les hommes sont glacés. Hein? C'est quelle foutaise ça là? Ah, j'aime pas ça. Oui. Pourquoi il fait chaud ici comme ça? Oui, depuis des jours et des jours. Je sais les trucs là, ça ne marche pas. Tu ne comprends pas? Ah, papa! Ma fille, c'est comme ça. Et... Mais c'est super. Ça n'est pas le monde dont on avait rêvé, ça n'est pas le monde de
voler non imaginer. Non, 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 oh non, 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 oh non, 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 oh non, 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 ce n'est pas le monde dont on avait. Être conditionné. Être soumis à telle influence extérieure qui oriente et détermine le comportement, les goûts, l'opinion, les habitudes. Avoir subi un conditionnement, marchandise conditionnée. Être alimenté par l'air conditionné, bureau conditionné. Réflexe conditionné, synonyme de réflexe conditionnel. Être soumis à telle influence extérieure qui oriente et détermine, synonyme influencé. C'est bien sûr sur un petit air conditionné que cette chanson monotone voudrait ambitionner à propos d'actualité, de questionner votre sensibilité, parfois impressionnée par des images choisies, montées, additionnées, et aussi, c'est vrai, des décrets crayonnés par des gens de pouvoir fort bien intentionnés. Conditionné, conditionné, conditionné. Petit air qui, sans avoir l'air, est actionné, et le peuple, par ses dirigeants précautionnés, s'en va marchant masqué, sans trop se questionner. Puisque le chef, dans son discours, a mentionné tous les risques que l'on court à révolutionner sur la voie publique, qui pourraient occasionner une grave atteinte à l'ordre par lui confectionné. Conditionné, conditionné, conditionné. Un petit air, un petit pas additionné aux mesures fort nombreuses qui visent à sanctionner toute velléité d'un peu de joie, liberté. Car attention, il faut cesser d'être passionné et surtout, sous aucun prétexte, ambitionné de sortir de cette position soumissionnée à cette tiède dictature disproportionnée. Conditionné, conditionné, conditionné. Et si tous nous sommes en permanence espionnés, nous devrions accepter d'être bâillonnés. Après le masque qui n'était approvisionné suffisamment, le vaccin qui est questionné, cet air vicié, cet air conditionné. Conditionné, conditionné, conditionné. Avoir l'air con sans condition, oui, je préfère, plutôt que d'avoir cet air très conditionné. Dad, are you sure I'm not going to get in trouble with Mama by doing this? I am. I talked with her. This is going to be your class today. Elle est là, maman? She went for a walk with the baby. They're probably on their way back. Dang, that thing is heavy. So what am I supposed to learn by taking this apart and then putting it back together? Ben, tu vas me dire ce que tu auras appris quand tu auras fini. Hey, let's go. Porte un masque. What for? Does the AC have COVID-19? Porte un masque. Cette clip doit être aussi poussiéreuse qu'une momie égyptienne. Hey, on ne plaisante pas avec ça. Porte un masque. Sheesh, Dad, relax. A snowstorm has just started. Dad, are
people wearing masks in Madagascar? Non. Peut-être demain. Ça dépend de l'humeur des dirigeants ici. Are you wearing a mask, Dada? Bien sûr. Ça avance. T'en es où? Hey, ça avance? Dad, doing classes on the phone with you is fun, but when are you coming back? As soon as possible, buddy. As soon as the airports reopen. I miss you, Dad. I miss you too, Aiko. I love you. Bonsoir Olivier. Bonsoir Tahar. Avant de commencer notre échange autour de Bouddha in Africa, je voudrais quand même qu'on consacre quelques petites minutes aux jeunes, au jury. Et je rappelle que nous avons cette année eu 2 jurys, un jury court-métrage et un jury long-métrage. Et en plus de la séance de court-métrage qui a été programmée par eux, qui a été montrée dimanche soir, eh bien, ils ont eu à réaliser également des capsules tous les jours disponibles sur Instagram que nous invitons les personnes qui nous suivent à regarder. Mais ils ont également réalisé un court-métrage encadré par Lamine Amar Roja. Nous en avons montré un à l'ouverture. Ils en ont fait encore un autre qui serait comme une suite et que je vous invite à découvrir. Bah quoi? C'est pour les guitares, ça? Peut-être pas. Le sommet, il est juste là. On l'appelle? Ta! Ta! You! Ta! 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 You! Ta! 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 You! Ta! 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 You! Ta! Ta! Bon, je pense qu'il répondra pas. Juste, on lui dépose la clé au pied de la porte. Ouais. Vous me méritez. Et votre fille dans le placard? Charge dans le flanc. Ok. C'est trouvé quelque chose à boire? Oh, c'est chaud. Allez.
villa. C'est du jus de fruits, non? J'en ai du jus de fruits. Vas-y. Oh. Ouais, il y a une pamplemousse. Regardez ce que j'ai trouvé. C'est intéressant ça. Ouais. Ils sauront rien. Voilà. C'est encore plein. Bien. Moi, je vais garder les lunettes. Hein. Qu'est-ce qu'on va se mettre hein? On va voir où? Je sais pas, on irait pas au pont ou quelque chose comme ça? À gauche là. Moi je ferais bien ça. Ok, ça va. C'est pas bon, il est blanc, c'est bon. Ouais, il y a du blanc et du rouge. Ah, il est blanc celui-là. Ouais. C'est un mélange. Non, Ah, déjà. Et vous y connaissez rien. Et du coup, Camille, tu les as pas pris? De quoi? Bah, les verres. Non, mais c'était Emilien qui devait les prendre. Bah non, je pouvais pas, moi j'avais pris celui-là. Non, c'est moi qui l'avais. Bah non, c'est moi qui. Non, Bon, attends, ouais. je t'explique. Moi je l'avais, ensuite je l'ai. Oui, on est... Non, Emilien et moi qui avons. C'est Mathéo qui devait prendre les verres. Non, moi j'avais le rouge. Non, Mathéo. Si, moi j'avais absolument le toi, pas du tout. Arrêtez vos conneries, moi j'avais le rouge et toi t'avais le blanc. T'avais rien du tout, t'avais rien du tout. Si, moi j'avais rien du tout. C'est Emilien et moi, on toi t'avais avait les rien deux. parce que Emilien et moi, on avait tous les trois quelque chose. Non, quand il a remis sa veste, il t'a passé le cubi. Non, on avait les deux. Attends, c'est passé. Mais si. Toi, tu l'avais pas avant que je te le passe. Non, c'est pas vrai. Si, Camille, c'est moi. Moi j'avais le rouge. Il y a que toi qui On est d'accord, on est d'accord. Voilà, c'était toi. Moi, les lunettes. Oui, bah lui il portait les lunettes et c'était à toi de prendre les verres. Même si je vois pas leur. Oui, il est lunettes. Oui, il portait. Enfin voilà, mais en tout cas tu devais prendre les verres. Toi, t'as rien pris, c'est ça. Ou non, c'est Emilien en fait. Non. Bah dis, justement, je portais celui-là. En tout cas, c'est pas moi vu que moi je portais un cubi. Toi, oui. Bon, bah Mathéo il va aller les chercher vu que c'est de sa faute. Vous allez venir avec moi? Ok, mais. Bon, viens vite. Ouais. Vous avez vu ta buse quand même. Ouais, c'est vrai ça. Tiens, tu prends les deux. Mais sérieux, attendez. Tu veux en prendre un autre? Non, c'est toi qui les prends. Moi je portais les lunettes, mais là. T'avais qu'à pas oublier les verres. Ah, je croyais que c'était Mathéo. Bah, c'est vous deux. Ouais, mais c'est toi. C'est pas toi, Camille? Mais non, moi j'avais les cubis. Voilà, bah actuellement c'est moi qui les ai. Moi j'avais les lunettes. Toi, tu vois autre chose que les lunettes? Non. Ouais, ça se voit, les gars, c'est un peu lourd là quand même. Vous étiez trois à pouvoir y penser. Bon, tiens. Ah bah merci. Camille, tu le portes, parce que t'as rien porté. Mais j'ai porté les deux cubis à l'aller. Non, si. Non, je m'en souviens, je crois que c'était moi. Je suis pas avec Mathéo. Je m'en souviens. Ah oui, voilà, on a porté un doute, donc vous êtes de mauvaise foi. C'était moi et Mathéo, donc ça porte. Non, mais je portais. C'est une mauvaise foi. Mais bon, Mathéo, vu que moi, Emilien et Camille, on a tous porté quelque chose, c'est toi qui portes ça. Donc, allez, retiens. Comment ça fatigue. Tu répares ta bêtise. On partage les. Ça commence à me saouler. Hein. Si tu portes une lunettes, tu portes bien lunettes. Hein. C'est bon. Non, pas tout mélange. De toute façon, c'est toujours marqué partout, alors je vais le garder. Voilà, garde-le. Mais partout. On descend un peu. Partout, mais partout. Ah, on va assurément souvenir. Ouais, bah, tu t'en souviens. Ça, souviens-toi.
De toute façon, vu que vous n'êtes pas capable de faire gaffe à ce que vous prenez, il vaut mieux que ce soit moi qui prenne. Ah, c'est pas qui dit ça. C'est toi qui as oublié les verres. J'avais déjà pensé comme tout à l'heure. Arrêtez, c'est vous qui avez oublié les verres. Je portais les deux cubes. Moi, je portais les lumières, c'est pas possible. C'est Mignon qui a oublié les verres. Ah, non, moi je prenais le fût, je sais plus lequel, j'en prenais. Je m'axiste que tu aurais pu prendre, que tu aurais pu penser. Vous êtes de mauvaise foi. À prendre des verres. Ah oui, prenez la veste à une verre. Oui, tu aurais pu prendre 3 verres. Ah non, 4 verres, prenez 4. Et moi j'avais pas oublié. C'est moi qui ai eu cette idée. Alors regarde, j'ai pris les deux clubis. Non, j'ai pris les deux clubis. Je vous ai dit les gars, c'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est pas vrai. J'ai pris les deux clubis. J'ai pris les rouges. C'est moi qui avais les rouges. Arrête, vous êtes de mauvaise foi. Je vous ai dit, on prend les clubis. C'est pas vrai. Si. Non, c'est toujours comme ça que ça se passe. Mais qu'est-ce que vous faites? C'est lui qui a les lunettes. Voilà. Bon, je vous laisse maintenant découvrir les palmarès en fait, des deux jurys, puisque comme on le disait tout à l'heure, il y a un jury court-métrage, on a un jury long-métrage, donc il y aura un palmarès court-métrage et un palmarès long-métrage qui ont été l'un et l'autre tous les deux enregistrés. Donc on va les voir tous les deux l'un après l'autre. Je vous laisse découvrir. Le jury du court-métrage formé par Mélissa Messali, Émilien Charpin, Asdine Lazare et Ajar Lazare, encadré par Tahar Chikawi. Après avoir visionné les courts-métrages programmés à la 18e édition du Festival des cinémas d'Afrique, le jury tient d'abord à faire remarquer la haute qualité des films qui a permis d'enrichir le débat. Après délibération, pour l'originalité du scénario, notamment le changement de ton survenu au milieu du film, la qualité de jeu de l'acteur, puis pour la singularité dans le traitement du décor et de la lumière, le jury a décidé d'octroyer le premier prix du meilleur court-métrage à « Qu'importe si les bêtes meurent » de Sophia Alaoui. Bonsoir. Merci au festival de m'avoir donné l'opportunité d'accompagner le jury long métrage pendant tout ce week-end. Donc, on a regardé ensemble les films et beaucoup débattu et ils ont délibéré. Et voilà, je vous les présente pour qu'ils vous donnent après le résultat de leur délibération. Donc, Mathilde, Mali, Lana, Camille, Ulysse et Mathéo. Bonsoir à tous. Tout d'abord, nous tenons à remercier chaleureusement l'équipe du festival pour nous avoir accompagnés tout au long de cette année dans une si belle aventure et surtout de nous avoir permis de tenir cette nouvelle édition dans les meilleures conditions possibles et ce, malgré les circonstances actuelles. Nous tenons aussi à remercier Ajar pour sa bienveillance, son écoute et sa patience. Et comme chaque année, la sélection des films est magnifique et elle nous aura conduit à tenir des débats parfois très vifs. Le jury long-métrage, réuni dans son intégralité, après avoir visionné tous les films programmés et débattus de chacun d'entre eux, et longuement délibéré, a décidé à l'unanimité de décerner, pour la justesse de l'investissement personnel de la réalisatrice, pour son regard curieux et attentif sur une jeunesse résistante, et pour son rythme et son énergie, amenée par la mise en scène et la musique, le prix au film Fatala DV, 10 ans et une révolution plus tard, de Widet Zoglami.
Voilà, nous avons Olivier, quelques minutes de retard, mais Un petit peu. voilà. Donc je vais te laisser présenter et la réalisatrice. La réalisatrice, le film, Et le oui, film. Bouddha in Africain, Voilà. Nicole Schaeffer. Nicole Schaeffer, je pense qu'on dit un peu en Afrique du Sud, puisqu'elle est sud-africaine. C'est quand même vous qui l'avez sans doute vu et qui nous accompagnez pour ce petit débat du soir. C'est quand même un film vraiment édifiant à tout point de vue. Alors, d'autant plus que c'est quand même son premier documentaire, et je trouve que quand même il y a une maîtrise qui est impressionnante. Elle a tourné donc au Malawi. Le Malawi, vous voyez le Malawi, hein, c'est un petit pays qui est à peu près grand comme 1/5 de la France, donc pas si petit que ça, qui est coincé entre le Mozambique, l'Afrique du Sud, la Tanzanie au nord, et qui a donc elle a tourné au Malawi pendant environ 4 ans. Donc, ce qui lui permettait de suivre son personnage principal pendant toute cette durée. Et effectivement, il y a un personnage principal dans le film, donc qui s'appelle Enoch, et qu'elle va suivre et sur lequel elle tombe en fait le sujet de son film. C'est parce qu'elle demeure au Malawi à cette époque-là en tant que vidéojournaliste pour des chaînes sud-africaines. Et donc, elle trouve ce personnage à la faveur de visites dans ce centre, cet orphelinat, Amitofo Care Center, hein, ACC, comme dit toujours donc son maître. Et ce personnage d'Enoch, il était à la fois, il lui a été présenté par le maître, hein, qui lui était très content qu'on fasse un film sur le centre, parce que comme il cherche de la publicité tout le temps pour trouver des financements, donc c'était porte ouverte, elle avait aucune difficulté à y rentrer et à tourner un petit peu comme elle voulait, quoi. Et lui, Enoch, c'était un peu l'étudiant modèle. Et puis d'autre part, c'était aussi la star du kung-fu, des spectacles qu'on voit dans le film, qu'ils élaborent et avec beaucoup de répétitions. Et la star du fundraising, c'est-à-dire les levées de fonds qu'ils vont faire régulièrement à l'étranger pour financer ce centre qui est quand même impressionnant. Je veux dire, c'est énorme, quoi. On voit des bâtiments qui sont très grands, ils ont des voitures, des camionnettes, etc. Tout ça coûte cher. Et puis bien sûr, dans le centre, j'ai regardé les chiffres là, ils sont 392 élèves. Donc ça fait quand même un paquet de personnes à nourrir, à blanchir et à loger. Et aussi à avoir des vêtements. Voilà. Alors quand on voit un petit peu, j'ai un petit peu discuté avec elle avant la séance, ce qu'elle disait, c'est que ce qui n'était pas évident au départ, c'est qu'il était très formaté. Et que pour sortir de la langue de bois qui était un petit peu la sienne, il a fallu du temps. Il a fallu de se connaître et arriver peu à peu à contourner tout ça. Et donc, elle est allée régulièrement comme ça dans ce centre et elle a retrouvé un peu le contact avec Enoch à chaque fois, et le voyant évoluer, le voyant grandir, et voyant un petit peu les questions aussi qui se posaient. Parce que ce film, ça fait 4 ans de tournage, mais c'est aussi 3 ans de montage. Donc 7 ans pour faire ce film. 3 ans de montage parce que elle restait 2-3 semaines comme ça à tourner, et puis elle montait un petit peu les scènes qu'elle avait, et elle allait voir les financeurs avec pour essayer de grappouiller un petit peu de quoi pouvoir terminer le film. Parce que le film, il n'est pas très cher à tourner, mais par contre, il est très cher en post-production, comme tout le cinéma, hein. Et donc, il faut trouver de l'argent. Et voilà, donc elle a travaillé avec un monteur chinois à Paris. Ensuite, elle a terminé le montage en Suède, film en Afrique du Sud, tourné au Malawi. Donc voilà, hein, on est vraiment dans l'international. Donc voilà, alors là, on va en discuter un petit peu, puis on va voir un peu les questions qui nous sont posées. Moi, je vais poser un certain nombre de questions. On va voir un peu en fonction des questions et de ce qui sort, plutôt que d'énoncer ça tout de suite. Mais
mais je ne sais pas comment tu perçois les choses. Déjà, Oui. avant de commencer à Oui. parler du film à proprement parler, qui est effectivement, comme tu le disais tout à l'heure, un film très riche, et très intéressant, peut-être faudrait-il rappeler ce que nous avons dit en présentant le programme, que, un, il est réalisé par une femme, et que, deux, il a pris 7 ans, et ça nous rappelle le premier film de notre programmation. Le Tout à premier fait. film de notre programmation, c'est un documentaire réalisé par une femme et qui a mis 10 ans à le faire. C'est quand même une coïncidence, évidemment, mais... Et qui vient d'obtenir le prix. Et qui vient d'obtenir le prix, mais ça n'est pas qu'une coïncidence. S'agissant d'une cinéaste femme face à une question, pour ce qui est de Ouidet Zorlami, c'est une question, on va dire, sociale, politique importante, liée à la réalité de la Tunisie, de la période de la Révolution, et s'agissant de Nicole Schaeffer, il s'agit d'une question culturelle, mais importante, qui ne concerne pas que, d'ailleurs, le Malawi, mais qui concerne d'une manière beaucoup plus générale le continent africain. C'est-à-dire, je parle de la présence de la Chine. Et alors, ajoutons à ce que tu as dit, ceci qu'il s'agit donc d'un orphelinat dirigé par un bouddhiste confucianiste qui n'est pas le seul, parce que c'est une chaîne en fait d'orphelinats et qui se développe, puisqu'on le voit même dans le film. Il récolte de l'argent et continue à faire ce travail. Et ce qui est frappant et qui, à mon avis, sans doute explique le temps que Nicole Schaeffer a mis, c'est évidemment l'importance et la complexité de la question en rapport avec l'histoire même du continent. Il s'agit évidemment d'un phénomène, je veux dire, particulier, mais qui renvoie, on va en parler après, à quelque chose de beaucoup plus général, à la domination. Qu'est-ce que c'est qu'une puissance? Qu'est-ce qui se passe lorsqu'une puissance se met à dominer une région, un continent? L'Afrique en sait quelque chose. Je pense qu'elle a eu conscience je crois qu'elle a eu conscience de l'immensité du sujet, de son ampleur, de sa complexité. C'est pour cela, je pense qu'elle a fait ce que tu as dit tout à l'heure, c'est-à-dire qu'elle a mis ce temps-là, qu'elle a monté, qu'elle a pris tout son temps. Cette complexité est d'autant plus remarquable qu'il s'agit, en l'occurrence, d'un petit pays, dans une région qui est elle-même dominée par un petit pays, mais qui est plus grand que ce pays petit, qui est l'Afrique du Sud, puisque elle est là pour une chaîne en Afrique du Sud. C'est une espèce de pays satellite, quoi, par rapport, comme beaucoup d'autres pays, par rapport à... En plus, il s'agit d'un garçon qui vient d'une région, d'une ethnie minoritaire, y compris au Malawi. C'est une petite ethnie de religion musulmane qui représente à peu près 17%, parce que la plupart, c'est des chrétiens pas forcément catholiques, mais des chrétiens. Il y a beaucoup de protestants. Oui, beaucoup de protestants, des églises aussi locales. Donc lui-même, il est déjà... Enfin, le Malawi est minoritaire dans la région, l'Afrique est minoritaire dans le monde, et lui, il est minoritaire dans le Malawi. Et il est musulman. Et il se trouve que, et c'est peut-être, on va commencer par ça, de façon plus générale, qui est très étonnant. Et ça n'était pas le cas, parce qu'on le sait, au départ, comme ça, quand ils sont venus au départ, c'était pour le Kung Fu.
Il le dit, lui. Après, les choses se sont développées. Et on voit cette orphelinat dirigée donc par quelqu'un pour qui il ne s'agit pas simplement de les former aux arts martiaux, mais aussi de leur dispenser un enseignement scientifique, mais aussi artistique, etc. Puisqu'il lui dit, au petit, tu peux devenir ingénieur en informatique ou acteur si tu veux, c'est comme tu veux. Mais, ce qui est très étonnant, religieux aussi. Ils savent très bien qu'il est musulman. Ils savent très bien qu'il a une culture musulmane. Et n'empêche qu'il les forme aux règles, aux préceptes, aux pratiques du confucianisme. Ils le disent, et ils l'observent. Et il les forme à la langue aussi chinoise. Et tellement, parce que lui, ça fait 6 ans qu'il est là. Là, le film, quand il finit, enfin, le film, il a 16 ans, c'est-à-dire il finit quand il a 16 ans. Hein. Mais lui, il est là depuis l'âge de 6 ans. Il a tellement intégré cette culture, enfin, il a tellement appris, on va dire, hein, intégré, peut-être c'est pas le mot, hein, que quand il rentre chez lui, puisqu'ils ne peuvent rentrer chez eux qu'une fois par an, ils ont l'autorisation de retourner chez eux, quand il rentre chez lui, il est très mal à l'aise, enfin, il est content de retrouver les siens, mais il est mal à l'aise parce qu'on lui pose des questions dans la langue locale, il leur dit, mais vous me posez des questions dans la langue locale, vous savez très bien que je suis incapable de vous répondre dans ma propre langue. Donc, on voit bien l'immensité du problème et cette absence de complexe, mais totale, absolue, hein, dans le fait d'enseigner à la fois les sciences, de les éduquer, de les nourrir, comme tu dis, de les héberger, de leur apprendre la langue, les sciences, mais aussi la religion, en sachant parfaitement que lui, il a des traditions, qu'il a une religion, qu'il a une langue, et ça ne pose absolument aucun problème, comme si, ils le disent même, hein, de façon très explicite, cette religion, la sienne, hein, de Enoch, sa langue, ses traditions, c'est comme si c'était un obstacle à sa formation. Ils le disent presque à un moment donné quand il est question et que voilà, c'est un package, c'est-à-dire voilà, ils vont le transformer complètement pour le sortir, et ils le disent, de la pauvreté, ils utilisent beaucoup de mots, de la barbarie, du chaos, ils utilisent ces mots-là, c'est des mots qu'ils répètent tout le temps. Donc, pour le sortir... Et de l'absence de civilisation. De l'absence de civilisation. Ils utilisent même le même mot, ce mot-là, évidemment, qui a une histoire dans l'histoire de la colonisation. Pour te civiliser, pour t'éduquer, pour t'élever, pour t'arracher au chaos, pour t'arracher à la barbarie, eh bien, tu vas apprendre le chinois, tu vas être confucianiste, et tu vas apprendre les arts martiaux, et te conformer à la discipline qu'on va acquérir. Oui, on est vraiment dans un système de domination. Ouais. Et ce qui est impressionnant, c'est qu'effectivement, il est total, il est intégrant, quoi, et qu'en même temps, il est dans la pédagogie extrêmement fort, c'est-à-dire qu'il est violent. Et on a, moi j'ai trouvé que une des grandes problématiques du film, c'était quand même la dureté à laquelle ils sont confrontés. Alors, Enoch le justifie un petit peu, il dit pour le kung-fu, il faut être un peu dur, hein, donc il faut de la dureté pour être dur, et puis il justifie ça aussi en disant, bon, ça fait partie du truc global, mais au fond, il y a une telle dévalorisation de l'autre qu'on ne peut être que dur avec lui, parce qu'on pense qu'il est tellement sous-développé, qu'il est tellement arriéré, qu'il est tellement non civilisé, que c'est qu'en appuyant un peu dans la tête que ça rentrera, quoi. Et donc, on a finalement une sorte de mode de pensée qui s'appuie quand même, parce qu'on le voit à d'autres moments, dans ce que dit le maître Liu, là, on le voit dire, mais c'est la Chine qui va dominer le monde. C'est évident, c'est en train de se faire. Et donc, il y a une sorte de nouvel impérialisme qui se met en place. Oui, et qui ne dit pas tout à fait son nom. Parce que
évidemment, on ne peut pas ne pas penser à la colonisation, enfin aux dominations antérieures que le continent a subies, qu'elles soient anglaises, françaises, ou lusophones, etc. C'est-à-dire que cette domination, non seulement se présente comme une non-domination, c'est-à-dire comme de l'éducation, ce sont des orphelins, etc. Mais elle n'est accompagnée d'aucune espèce de doute, encore moins de culpabilité. Et d'une forme, j'allais dire, de paternalisme, c'est le cas de le dire, parce que son maître, il lui dit, tu es mon fils, moi je me conseille, et il le sent. C'est ça qui est intéressant. C'est-à-dire que son maître, il dit, je suis comme son père. Et on voit bien qu'il a de l'affection pour lui. Ça n'est pas faux, c'est-à-dire c'est une réalité. Et donc il y a une forme de paternalisme qui est, j'allais dire, entre guillemets, ingénue. Hein. C'est les premières formes de domination, elles sont souvent comme ça, elles prennent une forme, j'allais dire, tout à fait naturelle. Hein. C'est après que ça devient problématique ou dramatique ou tragique, quoi. Et alors, à un moment donné, il lui dit, quand il essaie de lui expliquer l'importance de ce qu'il... Parce que ce garçon, on va en parler, parce qu'il est très paradoxal, on va parler de lui, parce qu'il est à la fois très brillant, comme tu dis, mais en même temps, c'est un garçon qui n'arrête pas de réfléchir et de douter, très intelligent. Et son intelligence, elle fonctionne, j'allais dire, dans deux sens différents, à la fois dans l'intégration de ce qu'il reçoit, puisqu'il est premier, etc., et en même temps, dans la conscience qu'il a de ce qu'il est en train de faire par rapport à sa propre culture. Donc, il lui dit, tu sais, pour le moment, vous êtes victime de la pauvreté. Je ne sais pas si tu as entendu ça. Enfin, moi, je me suis arrêté. Il lui dit, pour le moment, les Africains, vous êtes victimes de la pauvreté. Mais dans quelques années, dans une dizaine, vingtaine d'années, vous ne serez plus victime, vous serez responsable de votre... Donc là, c'est le moment. Il faut maintenant sortir de ça. C'est quand même incroyable, cette culpabilisation. Hein. Oui, peut-être victime, parce qu'ils arrivent maintenant, les Chinois. Bah, ouais, là, nous arrivons, etc. Mais si vous continuez comme ça, en notre présence, parce que nous sommes là, eh bien là, vous serez responsable de ce qui vous arrive. Jusqu'ici, je veux bien concéder. Je veux bien concéder que ce qui vous arrive n'est pas de votre fait. Autrement dit, c'est de fait des autres. Mais ce qui veut dire qu'il renie le fait qu'avant, il y avait d'autres dominants. Il est le premier à arriver quelque part. Parce que la pauvreté, elle vient bien de quelque part. Oui, non, il lui dit, vous êtes victime. Non, il lui dit. C'est-à-dire s'il suppose que peut-être il y a des gens, d'autres facteurs ou d'autres puissances qui auraient été responsables de ce qui vous arrive. Mais maintenant, vous ne pouvez plus dire ça. Hein, puisque nous sommes là. Si vous ne nous suivez pas, vous serez responsable. À ce moment-là, vous serez responsable. En fait, dans le film, il a deux attitudes différentes. C'est marrant, il a deux discours différents qui se contredisent. Un peu au début du film, le maître. Au début du film, il les culpabilise, mais sur le fait que le pays est dans un état épouvantable, etc. Et c'est de leur faute. Et puis, après, il dit, c'est pour le convaincre d'aller faire les études, il lui dit, le pays est dans cet état-là, il faut le redresser, et donc dans 20 ans, toi, tu pourras apporter ton Nobel. Oui, tout à fait. Et tu ne pourras... oui, pardon, il y a peut-être une question, Alex. Oui, vas-y, Violette. Bonsoir, Olivier Ettard. Ce film a suscité de nombreuses réactions de la part du public. Très bien. On a beaucoup de questions. Je vais commencer par un commentaire de Nicole Ranieri. Ce film m'a affligée dès la mesure où, après le prosélytisme européen, nous voilà face à une intrusion chinoise en Afrique. L'impérialisme des pays riches ne finira jamais. L'exploitation des pays pauvres au nom de bonnes œuvres, on dépossède les Africains de leur propre culture. On va en profiter pour poser la question de Christophe Saber, qui demande si les investissements et présences chinoises en Afrique ne sont pas une nouvelle colonisation. Et qui pose également une autre question. Cet orphelinat n'est-il pas semblable aux missionnaires chrétiens durant la colonisation? Christophe Saber, c'est notre cinéaste égyptien?
Je ne sais pas. Bon. Il y a un cinéaste Oui, égyptien qui s'appelle comme ça. Peu importe. effectivement. Oui, oui, oui. Alors ça, c'est justement, c'est une des questions que j'avais un petit peu, pas sous les mêmes termes, mais quand même presque, posée à Nicole Schaeffer, comme ça, qui m'a répondu par mail, parce que je lui demandais, mais pensez-vous que rien ne change jamais à cet égard, quoi? C'est-à-dire comme il y a répétition de l'histoire. Oui. Et elle répond quelque chose d'assez intéressant, je trouve, parce que finalement, elle répond, je vais vous le lire, mais elle répond que, mine de rien, d'abord, c'est pas seulement l'histoire, c'est aujourd'hui. C'est ça. C'est-à-dire, c'est l'Occident qui se comporte comme ça encore aujourd'hui. Oui. Donc ça. le rapport En de parlant domination, de il la France, oui. n'est pas seulement ancien, il est permanent. C'est ça. Oui. D'une part. Et puis d'autre part, elle dit, et on va voir, c'est intéressant, elle dit, mais ça peut être aussi intéressant pour les Africains, parce que les Occidentaux ont un peu tendance à dire, oui, c'est les nouveaux colons. Mais les Africains disent pas forcément ça. Oui. Je vous lis ce qu'elle répondait à cette question. Donc, je suppose que c'est l'une des questions, alors on a traduit, hein, que l'une des questions que le film soulève, nous vivons dans un contexte post-colonial, mais qu'est-ce qui a réellement changé? Bien que beaucoup de choses continuent à changer socialement et politiquement, les pays africains et leurs économies restent encore très redevables aux pays occidentaux des décennies après leur indépendance. En Afrique du Sud, nous sommes toujours l'une des sociétés les plus inégales du monde et la propriété foncière, nos systèmes économiques, sociaux, juridiques et éducatifs sont toujours basés sur les anciens modèles coloniaux. Dans le domaine de l'éducation, par exemple, ce n'est que récemment que nous avons demandé et parlé de la décolonisation du système éducatif, d'un système eurocentrique à un système plus afrocentrique. Et alors elle ajoute, et notamment justement sur cette question de l'investissement, je pense que ça répond à ça, l'engagement chinois en Afrique offre de nouvelles possibilités et de nouveaux partenariats pour le continent qui sont considérés par beaucoup comme une alternative bienvenue à la dépendance vis-à-vis de l'Occident. Donc là, il y a quand même une idée qui me paraît assez intéressante, c'est-à-dire que il y a un certain nombre de gens qui pensent que eh bien, l'arrivée de la Chine, qui n'a pas la même histoire coloniale, est une réelle opportunité. Mais elle dit elle-même, y voyons-nous une réelle opportunité ou l'histoire se répète-t-elle? Et ça, c'est un peu une des grandes questions que pose le film, c'est-à-dire, parce que oui, les missionnaires, c'est vraiment copier-coller, quoi, hein, quelque part. Je veux dire, on a la même, je veux dire, ils appliquent les normes chinoises, ils appliquent la culture chinoise, et les missionnaires faisaient rien d'autre, hein, avec leur propre culture, quoi. Donc c'est vraiment un miroir, mais il y a cette idée que peut-être il y a moyen aujourd'hui de tabler sur des formes d'indépendance ou des formes de négociation qui pourraient être différentes, qui ne sont pas évidentes dans l'orphelinat, ça c'est clair. Oui. Oui. Ah oui, Une autre, encore oui. Oui, Véro nous demande s'il y a d'autres orphelinats de ce type au Malawi ou en Afrique du Sud. Et peut-être que vous pourrez répondre après à la question de Kadrine Kobe, qui se pose la question des filles orphelines. Ont-elles des lieux d'accueil et d'éducation? Alors ça, je lui avais posé la question aussi. Ouais, je lui avais demandé s'il y avait des orphelinats de ce type en Afrique du Sud. Et pour voir un peu aussi ce qui se passait au niveau du ACC, donc du Amitofo Care Center, il y a un site qui s'appelle amitofocarecenter.org où on voit toutes les actions et on s'aperçoit qu'il y a des orphelinats en Eswatini. Eswatini, c'est l'ancien Swaziland. Au Lesotho, à Madagascar, en Mozambique, en Namibie. Ils le disent dans le film. Au Malawi. Ils le disent dans le film. Ils le disent d'ailleurs à la fin. Avec, il y avait le nombre d'élèves là. Dans le total, on a 1222. Ce qui est un peu différent des 6000 qu'il annonçait pour trouver des sous. Mais bon. Alors, avant d'arriver à l'histoire des sous, de l'argent. Oui, mais je peux répondre à la question de l'orphelinat, parce qu'elle a répondu assez longuement à ça, parce qu'elle a parlé de l'Afrique du Sud aussi. Donc elle dit, le siège du centre de soins Amitofo
pour l'Afrique est basé en Afrique du Sud, mais il ne joue qu'un rôle administratif. Donc, il n'y a pas d'orphelinat en Afrique du Sud. Et pour autant que je sache, il n'y a pas vraiment d'orphelinat ici. Il a été question de mettre en place un programme à Bloemfontein, mais je ne suis pas sûr qu'il s'agisse uniquement d'une école. L'Afrique du Sud, alors c'est intéressant à ce niveau-là, l'Afrique du Sud fait partie de la Convention internationale des droits de l'enfant et de la Charte africaine des droits et du bien-être de l'enfant, tout comme le Malawi. Mais l'application des lois est plus stricte en Afrique du Sud. L'une de ces lois stipule que les enfants doivent être élevés au sein d'organisations communautaires, dans la mesure du possible au sein de leur propre communauté et de leur culture, donc complètement différent. Et que l'institutionnalisation doit être un dernier recours. Et alors par contre, elle dit au Malawi, on voit beaucoup plus d'orphelinats et d'ONG financés par l'étranger. Elle dit, il y a les chrétiens, il y a les musulmans, il y a les Turcs, et il y a même Madonna. Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais Madonna a ouvert 10 écoles, parce qu'elle pète le fric, hein, Madonna. Donc, donc du coup, et Madonna, elle est chrétienne à l'origine, et puis elle s'est convertie au judaïsme, mais alors elle s'est convertie à la Kabbale. Hein, donc elle a fait partie du mouvement de la Kabbale pendant 15 ans, qui est un ésotérisme du judaïsme, comme chacun sait, mais qui est quand même assez un peu bizarre. Et finalement, elle s'est aperçue au bout de 15 ans que la Kabbale, le siège à Los Angeles, pompait un petit peu les sous qu'elle avait versés pour le Malawi, et que du coup, et notamment justement pour construire cette école de filles dont tu parles, Violette. Il y avait 18 millions de dollars qui étaient prévus, et bon, il y a 3,8 millions qui ont disparu. Et du coup, elle a changé de religion et elle s'est dirigée vers l'islam. Donc voilà, c'est Madonna. Hein. Mais ça donne un petit peu une idée quand même de ce qu'on fait en Afrique. Oui. C'est-à-dire que... Mais entre-temps, elle a quand même financé la construction de 10 écoles, et donc au Malawi, on était content de ça, au moins. Donc voilà. Oui. Oui, parce que la question de l'histoire qui se répète, c'est une question fondamentale, évidemment importante. Si nous partons du film, en tout cas, ce que dit le film, ou ce que je pense que le film me dit, moi, c'est que oui, l'histoire se répète, mais pas tout à fait de la même manière. D'abord parce que nous sommes là au début d'une domination, ça fait quand même un moment, mais quand même au début, et au début d'une domination, ce début de domination est accompagné quand même par quelque chose qui apparaît dans le film. C'est-à-dire par, malgré tout, une conscience qui existe dans le film, notamment à travers le choix de ce garçon. Et pas seulement ce garçon, puisque dans tout chaque fois qu'il discute, chaque fois qu'il discute avec les copains, en fait, on sent de la résistance, quoi. Il est très sceptique, et il est... parce que c'est un garçon qui, dans l'intelligence, n'est pas tronquée, elle ne fonctionne pas dans le même sens. Elle fonctionne dans le sens de l'apprentissage, qui fait qu'il brille, hein, il est très brillant, mais son intelligence n'est pas totalement épuisée là-dedans, parce qu'il est aussi tout à fait éveillé quant à la question culturelle. Hein. Pas seulement, d'ailleurs, la question religieuse. Hein, c'est pas, même s'il en parle de façon très claire, quand avec ses copains, il parle de Dieu, du christianisme, chacun son Dieu, chacun commence à parler de... Donc, il y a quand même dans le film, et quelque chose d'ailleurs de très paradoxal, autant la domination ne semble pas avoir un discours, autant le dominant semble dominer son discours, enfin en disant les choses comme ça de façon, enfin un discours, c'est pas un discours quand on dit on va vous civiliser. Autant le dominer d'emblée semble porter une forme de conscience. Et ça c'est
je ne sais pas si c'était la même chose pendant au début de la colonisation française ou anglaise. Ensuite, parce que ce film-là est un documentaire très objectif, mais c'est quand même une proposition. On voit bien, à un moment donné, ça apparaît à un moment donné, mais tout le temps, on voit cette lame de fond de résistance. Tu sais, l'événement, quand il y a eu le conflit, lorsque les entraîneurs ont exagéré, lorsque ce garçon, qui s'appelle Christophe, je crois, parce que quand tu arrives en retard, et la question du retard revient beaucoup d'ailleurs, hein. Elle revient et pas de façon inconsciente. Si tu arrives en retard à la prière, tu dois rester à genoux. Et quand il sort, il le trouve debout, il lui dit « Qu'est-ce que tu fais debout? Tu dois être à genoux. » Et à ce moment-là, Christophe, qui ne s'exprime pas, lui, qui ne dit rien jusqu'au bout, ne s'agenouille pas. Et lui il insiste, il lui dit, il faut que tu t'agenouilles. Oui, parce que quand on punit, on humilie. Oui, il dit, il faut... Agenouiller, s'agenouiller, c'est... Oui, tu dois rester agenouillé dehors. Hein. Et à ce moment-là, comme il a insisté, certains de ses camarades interviennent. Ils ont trouvé ça insupportable. Et là, éclate une espèce de conflit très violent, hein, mais réellement très très violent, qui atteint une espèce de paroxysme dans le film. C'est vraiment le moment de conflit dans le film qui a fait que la police est intervenue, que ces entraîneurs ont été renvoyés en Chine. Et c'est à ce moment-là, quand on voit ces gens sortir un peu de partout et dire ils viennent nous imposer leur religion, ils l'ont dit clairement. Ils disent ils viennent nous imposer le bouddhisme. Et là, on voit bien que effectivement, il y a quelque chose qui se produit et qui révèle une conscience claire, simple. Hein, la question de la domination, elle est évidente dans ce cas-là. Et je pense donc que cette domination-là soit accompagnée d'emblée et tout de suite par cette conscience-là, y compris, j'intègre celle de la cinéaste, qui, elle, vient d'un pays qui s'appelle l'Afrique du Sud, qui a subi, etc., signifie aussi que l'histoire, oui, se répète, mais, à mon avis, elle ne se répétera pas exactement de la même manière, quoi. Ce qui est frappant aussi, c'est le jeu des langues. Parce qu'il y a des langues hein, dans ce film. Donc, ils apprennent le chinois. Ils le maîtrisent à peu près, hein, mais on sent que ça, même au bout de toute la scolarité, ça rame quand même encore un peu. Ils ont des cours en anglais, qui est quand même la langue de communication au Malawi. Lui, donc, il a raté le yao parce qu'il n'a pas vécu dans sa famille, donc il ne parle pas la langue, mais on voit bien que quand ils sont dans le champ, en fait, c'est pas le yao qui parle. Donc c'est la langue dominante au Malawi qui est le chiwa. Et quand ils parlent entre eux, quand ils sont dans le casernement, là, on va dire, et qu'ils parlent de leur avenir, etc., ils parlent pas en anglais, là. Donc je pense que ça doit être du chiwa aussi, je le connais pas, mais enfin j'imagine. Donc ils ont quand même une possibilité de résistance culturelle quelque part, qui passe par la langue, hein, qui est leur mode de communication entre eux quand même, et qui est la communication dominante en fait. Hein, c'est-à-dire que tous, quand ils parlent entre eux, ils parlent pas chinois, quoi. Donc ils restent quand même dans un mode d'autonomie. Oui, et moi ce que je trouve aussi, parce qu'on peut penser qu'ils se soumettent. On peut le penser. Si on le pense, on n'a pas raison de le penser. Et le film le dit quand il rentre chez lui. Quand il retourne chez lui, on comprend, et lui il le dit, il a envie de rentrer chez lui. Il n'a pas envie d'aller jusqu'au bout, il a appris beaucoup de choses, etc. Mais ce qui l'intéresse, c'est de rentrer chez lui. Sauf que quand il rentre chez lui et qu'il discute avec sa grand-mère et sa tante, eh ben elle, et ça c'est la réalité que lui renvoie sa famille, c'est une réalité sociale. Et là, on voit bien la distinction entre la situation sociale et la domination.
ce qu'ils choisissent des orphelins, de familles pauvres, qui sont livrés à eux-mêmes. C'est des proies plus faciles. Tout à fait. Et sa grand-mère lui dit, je ne peux pas. Je ne peux pas, je n'ai pas les moyens de t'élever. Et là se pose effectivement la question, la vraie question de la domination, la question économique. Qui est une question économique, c'est une question sociale. C'est ce qui fait d'ailleurs qu'il finit, malgré la conscience qu'il a. Après, on ne sait pas ce qui va se passer. C'est enfin tout notre sort à nous tous. Il n'a pas d'autre issue que de continuer, d'aller jusqu'au bout, parce que sinon, il n'arrivera pas. Donc, moi, je trouve que là, il y a quelque chose aussi de très très important, parce que c'est vrai que on l'oublie assez souvent, ça. Je ne sais pas pourquoi, même quand ça se pose dans un seul et même pays, hein, parce qu'il y a des formes de domination culturelle, hein, on le voit, on voit en France des formes d'inégalité, d'hégémonie d'un type de pensée contre un autre type de pensée, sous des prétextes universaliste, etc., et qui couvre, cache, au sens même de cache, en fait, des problèmes tout simplement et tout bêtement d'ordre social. Et je trouve que là, il y a quelque chose de très, très, très fort qui aussi explique la situation de l'Afrique. Alors, non pas que l'Afrique, encore une fois, ça c'est encore une autre dimension, soit un continent pauvre, mais la pauvreté existe en Afrique parce que à l'intérieur même de l'Afrique, il y a des riches et des pauvres. Et cette inégalité dont je parlais au début, qui existe dans notre propre continent, fait qu'elle prépare le lit d'une domination et qui donne l'impression aux dominateurs qu'on est en terre vierge. D'ailleurs, tu as vraiment l'impression, quand il parle des Africains, que c'est des récipients ou des, je sais pas, qui sont vides, quoi. C'est qu'il n'y a rien d'antérieur à ce qu'ils vont apporter qui puisse faire sens ou avec lequel on va essayer de composer ou pour essayer du tout. Même quand il lui parle, je ne sais pas, tu te souviens, je ne sais pas comment tu vois, quand il lui parle de l'islam, il lui dit, toi, tu es musulman, et vous faites quoi quand vous enterrez, quand je ne sais pas, il le prend par la tête, etc., comme ça, et tu crois, il lui parle, quand tu lui poses des questions sur l'islam, il lui pose les questions sur l'islam comme si c'était quelque chose qui ne faisait pas partie, qui ne ferait pas partie de sa culture. C'est comme si c'était un objet dont il pourrait se passer et qui est mais qui n'est ni folklorique ni rien, mais qui est étrange, qu'il peut jeter. Ouais. Non, mais eux, ils méprisent tout, quoi. Ils méprisent tout ce qui n'est pas eux. Hein. C'est ça qui est terrible. Mais ils sont tellement caricaturaux malheureusement très réels aujourd'hui et très réels de par l'histoire qu'ils représentent. Mais en même temps, comme on le disait à l'instant, l'élément résistance est là quand même. Et je crois que ce qui est important dans le film, c'est pas toujours d'ailleurs dans le montage du film par exemple, ce que je disais par rapport à la langue est pas toujours évident, parce qu'elle a tendance à privilégier un petit peu ce côté coercitif. Mais je crois qu'il y a une possibilité de négociation quelque part. Et qu'on voit bien que politiquement parlant, à l'intérieur de cet orphelinat, comme à l'intérieur d'un pays, se place la question de savoir, par rapport à la Chine, avec l'expérience de la colonisation derrière et du post-colonialisme, c'est la possibilité pour les pays de pouvoir négocier entre les différentes puissances et de voir comment ça peut être un facteur d'autonomie de pouvoir mener cette négociation. Mais ça veut dire que les gouvernements doivent être non plus pas à la solde d'eux, c'est-à-dire qu'ils aient leur propre autonomie. Mais c'est des choses qu'on voit arriver aujourd'hui. Donc je pense que politiquement parlant, à l'intérieur de cet orphelinat, comme dans les pays, il y a un gros processus de négociation et que c'est pas aussi simple que
Surtout que les Chinois, ils arrivent quand même, là, ils sont vraiment, je veux dire, ils ont aucune nuance, quoi. Par contre, ils laissent quand même le choix aux enfants. C'est le minimum, mais ils peuvent pas faire autrement. Oui, Et oui. les gars qui ont été violents, là, ils sont quand même renvoyés en Chine. Oui. Et On notamment va parler de cette négociation. Il y a d'autres questions, des questions. Oui. Oui, je vais vous transmettre une question de Jacques Bosque qui se demande de quelle Chine parle ce film, puisque le responsable bouddhiste Il est des Taïwan. lieux vante le modèle de développement de la République de Chine et qu'il envoie les étudiants à Taïwan. Oui, il vient de Taïwan. Oui. Il vient de Taïwan. Il est Oui, basé à Taïwan. Oui, il vient de Taïwan, mais il parle de la Chine d'une façon générale. Hein. Il parle de la culture chinoise. De la culture Ouais, chinoise, c'est ça qu'il parce que précisons-le, rappelons-le, peut-être qu'on l'a pas peut-être assez dit, il est bouddhiste confucianiste. Hein. En Chine, c'est compliqué. Hein. En Chine, il y a le taoïsme, le confucianisme, le bouddhisme. C'est les trois strates de la tradition, on va dire, religieuse, si on ose s'exprimer ainsi, même si c'est... Parce que ces religions-là sont liées beaucoup à la culture. C'est comme si on parlait de mythologie grecque. C'est pas des religions comme nous les concevons, le christianisme, le judaïsme, l'islam. Hein, c'est des religions qui sont aussi des modes de vie. Quoi, hein. Et d'ailleurs, ces trois tendances, ces trois strates, le confucianisme, le bouddhisme et le taoïsme, se partagent comment dire, comment vivre, quoi, les règles de vie. Hein. Dans un cas, c'est le rituel, dans l'autre, c'est les bonnes manières, dans l'autre, c'est la discipline, etc. Et ça crée, c'est quelque chose de très global. Donc, la séparation, dans ce cas-là, entre Taïwan et la Chine populaire, n'existe pas du tout. Elle n'a absolument... elle n'a absolument aucun sens. Ceci dit, cette séparation, elle est juste politique maintenant. Hein. C'est juste, tu vois, il se passe à peu près la même chose hein, en Chine, sauf qu'en Chine populaire, c'est le parti communiste mais il n'y a pas de communisme. Hein. Le parti, c'est le parti qui est juste communiste, mais le pays n'est pas communiste, il est totalement capitaliste. Hein. Le capitalisme, il bat son plein. Mais pour cette histoire oui, c'est très frappant ce que tu racontes par rapport à quand il dit. Si vous voulez, si tu ne veux pas continuer, le moine, tu peux arrêter. Tu peux, oui, mais tu n'y arriveras pas. Voilà, tu es libre. Mais il le dit avec l'assurance de celui qui sait que de toute façon, il ne va pas y échapper. Et que s'il ne veut pas le faire, il s'en fout, il va continuer, lui. Il n'y a pas une hystérie. L'hystérie n'est pas dans la domination proprement dite. C'est-à-dire, l'hystérie, à mon avis, elle est dans autre chose. Elle est dans la discipline, elle est dans la rigueur, elle est dans la performance. Parce que c'est lié aussi beaucoup à cette forme de capitalisme qui existe aujourd'hui. La preuve, c'est quand le kung-fu. Ça, elle le montre bien. Quand il s'exerce, il faut qu'il aille juste le plus loin possible, au-delà des limites de leur capacité. Pour montrer qu'ils sont forts. Et ils le font pourquoi? Il le dit. C'est parce qu'il va exporter ces spectacles un peu partout dans le monde pour avoir des dons. C'est pour les donateurs. Et là se pose autre chose qui nous concerne particulièrement, nous, qui est celle du spectacle. Oui, tout à fait. Et qu'est-ce que c'est que le spectacle aujourd'hui? Qu'est-ce que c'est qu'un spectacle aujourd'hui? Le spectacle, tel qu'il est exprimé ici, eh bien, il est fondé exclusivement et essentiellement sur la performance. Il faut impressionner. Il faut aller jusqu'au bout, au point que c'est des lances. Hein, ils se posent sur des lances leur corps sont lacérés, tu vois. Et ce qui est important, si tu veux, c'est pas de s'épanouir, par exemple, ou même de donner ou de offrir aux spectateurs une forme cohérente
une esthétique, je veux dire, plaisante ou agréable. Ce qui compte, c'est impressionner, éblouir et s'emparer de l'esprit, y compris du donateur, pour qu'il donne de l'argent. Et c'est ce qu'ils font d'ailleurs. Éblouir, mais aussi émouvoir, parce que quand tu vois, toute la salle ils commencent à chialer. Parce qu'ils leur font un spectacle d'un lacrymogène absolu. Enfin, voilà, parce qu'il y a le gars qui tend, la mère qui est en train de mourir. Enfin, l'émouvoir, parce que c'est des riches, hein. C'est des gens qui sont riches, ils les culpabilisent aussi. Bien sûr. Ils les culpabilisent, c'est des Africains, parce que le film qu'ils montrent, tu sais, le film, c'est une histoire, c'est ça qu'ils pleurent, parce qu'on voit beaucoup de malades, on voit beaucoup de misère, on voit beaucoup. Et en face, il y a une performance absolument extraordinaire, et c'est une manière de le culpabiliser, de lui dire, toi, tu as beaucoup d'argent, tu es riche, tu vois ce qui arrive au monde, et si tu ne donnes pas de l'argent, tu seras, ce que tu as, tu ne le porteras pas bien, quoi. Mais en tout cas, ce que je trouve, moi, ce que je trouve vraiment important, c'est la performance, et surtout la négation de la pause. On ne s'arrête pas, on ne respire pas, on ne se repose pas, on ne s'arrête pas. Il ne s'agit pas de s'arrêter. Il faut, de façon continue, il y a une tension, c'est ça, la forme de violence, elle vient de là. Et c'est pour ça qu'à mon avis, la question du retard, elle revient tout le temps. Il faut que tu viennes à l'heure, il faut que tu fasses ce qu'on doit te dire, et il faut que tu te plies à toutes les règles. Mais là encore, ce type de violence n'est pas nouveau. C'est vraiment la poursuite de quelque chose d'historique. Mais à propos du kung-fu, avant qu'on prenne peut-être une autre question, juste un point, ce qui m'a beaucoup frappé, c'est le moment où Enoch dit, c'est mon maître qui parle, hein, qui est envoyé en l'air, qui est renvoyé en Chine, parce que en fait, il n'a pas appliqué ce qu'il m'a enseigné. Il m'a enseigné à être pacifique, à ne pas m'énerver, à rester calme, zen et patati. Et puis là, il s'est carrément énervé, il lui a tapé dessus. Et du coup, ça a déclenché tout un truc. Et là, je trouve qu'il y a une lucidité qui me semble extrêmement importante de la part d'un gamin qui sort quand même d'un petit village, tu vois, qui n'a que l'éducation qu'il a reçue là, quelque part. Mais je crois que, c'est ce que je disais un petit peu tout à l'heure, cette force de négociation, elle est là aussi. C'est-à-dire que il y a une conscience historique, d'une manière ou d'une autre. Il y en a qui parlent d'inconscient collectif, hein, mais je veux dire, il y a une... On apprend de son histoire, même si on ne l'a pas complètement vécue. Et cette lucidité permet d'avoir des formes de résistance qui ne sont pas les mêmes qu'autrefois. Donc, il y a une négociation en cours aujourd'hui et qui est complexe, mais qui est en cours. Violette, tu as une autre question encore ? Oui, Olivier, on a une autre question de Daniel D, en espérant que tu aies posé la question à Nicole. Est-ce que l'équipe de l'orphelinat a vu le film ? Quelles ont été leurs réactions ? Et Enoch ? Je lui avais posé cette question-là, oui. Alors voilà, elle avait dit, elle était très stressée. Et alors il y avait deux réponses. C'était est-ce qu'elle l'a montré à l'orphelinat et est-ce qu'elle l'a montré à Enoch. Alors elle l'a montré à l'orphelinat, donc à l'organisation, ils ont adoré, ce qui est assez incroyable. Hein. Ils ont adoré et du coup ils veulent le montrer partout dans les orphelinats et en faire une adaptation en mandarin et sur Internet pour leur levée de fonds. Et ça, c'est assez extraordinaire parce que le film est quand même critique. Mais il est critique. Et ça, moi, je me souviens par exemple d'un exemple, c'était Éric Deroux qui avait fait un film sur Eyadema, dictateur du Togo. Et ce film, quand on le regardait, on rigolait, quoi. Je veux dire, Eyadema, il était ridicule, là, quoi. Il était dans toute son horreur de chef imbu de lui-même et violent. Mais lui, il trouvait ça très bien. Et quand le film passait sur TV5 ou une chaîne comme ça, il y avait un grand placard sur le site du gouvernement en disant « Ce soir sur TV5, regardez le film sur Eyadema ». Donc il y a une sorte d'inconscience de la part de celui qui domine qu'on voit très bien dans ce film aussi. Oui, mais parce que le dominateur, il
C'est courant, ça. Ils censurent plus facilement les critiques les plus superficielles. Oui, mais ils ne se voient pas, surtout. Mais ils ne les voient pas son ridicule, ils ne voient pas oui, son... parce qu'ils ne pensent pas. Parce qu'ils ne pensent pas qu'il est coupable. C'est ça. Enfin, là, en l'occurrence, ils ne pensent pas qu'ils sont coupables. C'est-à-dire tous les éléments que nous essayons de mettre en rapport les uns avec les autres pour essayer justement de retracer cette conscience-là, eux, ils ne les voient pas. Ouais. Ils voient la performance, ils voient la visibilité, parce qu'aussi, on est à une époque de la visibilité. On n'est pas à une époque de l'image. Ils n'ont pas besoin d'une image, ils s'en foutent de l'image qu'on peut donner d'eux. Ce qu'ils veulent, c'est la visibilité. Même si cette visibilité, tu sais, dans la pub, ça c'est connu, c'est du cynisme ça. C'est-à-dire, tu peux montrer de moi quelque chose qui est négatif, à partir du moment où je suis vu, eh ben, je suis plus fort. Et là, on est vraiment là-dedans. Nous lisons l'image, nous lisons ce qu'il y a à l'intérieur. Mais eux, ce qu'ils voient, c'est l'impact que ça peut avoir. Et l'impact n'est pas un impact critique, tu penses bien, puisque les gars, ils ont commencé à chialer, ils ont donné de l'argent, ça a marché. Ça c'est assez courant, je dois dire, hein, parce que si le dominateur était à ce point-là critique par rapport à ce qu'il fait, il ne dominerait pas. Donc dès lors que quelqu'un le domine, dès lors que quelqu'un le critique, mais vraiment, il ne voit pas la critique, il ne lui renvoie pas son image. Tout à fait, tout à fait. Et on est vraiment dans la question du spectacle, hein, c'est pareil que tout à l'heure. Et alors, pour compléter la réponse, là, donc par rapport à Enoch, donc elle l'a montré à Enoch, alors par Skype et par à distance, puisqu'il est à Taïwan encore, et il a été très impressionné, il a beaucoup aimé se voir à l'écran. Voilà. Oui, c'est ça, exactement. Voilà. Alors, lui aussi. Mais je pense que la performance, encore une fois, la performance, c'est ça. La performance, c'est une forme supérieure de la visibilité, pas de l'image, de ce qui est visuel. Parce qu'on ne fait pas suffisamment, on fait pas suffisamment de la différence entre ce qui est visuel et ce qui est de l'ordre de l'image, au sens que nous donnons, nous, à ce mot, quand on parle de l'icône religieuse ou humaniste ou artistique qui renvoie à autre chose. Parce que cette image-là ne renvoie à rien d'autre qu'à eux. La performance, justement, par principe, c'est ça. C'est impressionnant, c'est incroyable qu'il fait ça. Et c'est incroyable ce qu'ils font. Et c'est tout. La boucle se boucle. Ils ne sont absolument pas iconiques. Oui, on n'est pas dans l'icône du tout. Il n'y a absolument aucune icône. Comme tu disais, c'est que des visibilités. Tout à fait. C'est-à-dire l'icône, justement, c'est l'invisible. Et là, eux, ils sont dans un terrestre absolu. Et d'ailleurs, ça s'arrête pas. Leur truc ne s'arrête pas. Je veux dire, le visuel, c'est ça, c'est un robinet qui ne s'arrête pas. Parce qu'une image, ça s'arrête, ça a une limite, ça a un point de fuite qui est extérieur à l'image, où il y a du montage entre un plan et un autre, il y a du sens. Ça, c'est l'image. C'est parce qu'elle laisse la part à ce qui n'est pas visible, parce que ce qui est visible est une juste petite partie de ce qui se cache derrière, qu'il s'agisse de Dieu, ou qu'il s'agisse de l'homme, ou qu'il s'agisse de l'idée ou de la pensée. Là, il n'y a rien derrière. Et ce qu'il offre, c'est tout à fait ça. Tu as l'impression, et ils sont enivrés par ça. Ils sont complètement grisés. Du coup, c'est un discours vide, quoi. C'est un discours. Et on sent qu'Enoch, il le sent un peu, mais il a du mal à le formuler parce qu'il a été éduqué là-dedans, etc. Mais on le sent rebelle, on le sent sur ses gardes. Récalcitrant. Parce qu'il y a une part de lui-même qui est en retrait. Encore une fois. Lui, il n'est pas absorbé totalement par ça. Il reste quand même rétif. Il est quand même un peu. Il y a quelque chose en lui, on le sent, on le voit. Il est vraiment ce qui est intéressant cinématographiquement, Olivier, qui me paraît, moi, très très fort, parce que c'est un film qui a l'air de rien, c'est quand elle le filme. Il y a des moments où elle le filme, quand les autres, ils parlent, ils tiennent un discours, etc., qui est quand même assez caricatural. Il n'y a pas d'ironie dans son regard ou critique ou quelque chose de cet ordre-là. Ça aurait été ridicule, quoi. Mais il y a quelque chose dans son regard qui ne suit pas. Oui, tout à fait. Qui ne suit pas ce qui arrive. Dès le début. Qui ne suit pas parce qu'il est toujours ailleurs. Il est toujours une partie de lui-même, elle est à côté. Et c'est ça qui est intéressant. Et cette partie-là arrive évidemment au moment où il rentre chez lui, quand il a l'image. Alors là, c'est une image de son père et de sa mère, quand
quand sa grand-mère lui donne qui est un moment absolument incroyable, d'une force dramatique très, très, très importante, entre sa tante et sa grand-mère. Elle lui dit, ça, c'est ton père et ta mère. Et à ce moment-là, il regarde. Et il regarde une image à ce moment-là. Il baisse la tête. À ce moment-là, on ne voit plus son visage. Et il y a un moment terrible où tout le monde est immobile, quoi. Rien ne bouge. Rien ne bouge à ce moment-là. Et ce plan-là, en soi, il est aux antipodes de l'image que eux ils veulent donner de ce qu'ils sont. Parce que là, on est dans une situation il y a rien de visible, quoi. Enfin, si on voit la photo à un moment, mais il y a quelque chose qu'on ressent, qu'on a du mal à définir parce que ça relève d'une douleur, quoi, humaine très très puissante. Personne ne parle de. Il n'y a même pas un geste, il n'y a même pas de geste de consolation, etc. Et je pense que ce garçon-là, il est intéressant de ce point de vue. Sachant qu'il y a toute la question de l'appartenance qui est sous-jacente. Oui, tout à fait. Est-ce qu'on a encore des questions, Violette? Une dernière question, toujours de Daniel D, qui observe qu'Enoch se résout à partir étudier à Taïwan et qui demande si c'était le bon choix pour lui. Alors, j'en avais parlé un peu avec Nicole, ça. Voilà, moi, je lui avais posé la question, j'avais insisté sur ce couple acculturation, comme s'il devenait chinois, et d'autre part, opportunité, puisque sa famille ne peut pas le prendre, quoi. C'est-à-dire tout son problème, en fait, quoi. Et donc, est-ce que c'était une chance pour Enoch? Alors, elle répond, je pense que le fait qu'en tant qu'Africain, les opportunités, et surtout les opportunités économiques, se présentent souvent au prix d'un grand sacrifice personnel. Et c'est ça. Hein. Dans le cas d'Enoch, il s'agit de son identité et de son lien avec sa famille et sa culture. Nous n'accordons pas beaucoup de valeur à cela dans notre monde capitaliste et axé sur la consommation, surtout si vous venez d'un pays ou d'un milieu pauvre. On parle de développement en termes économiques et non en termes humanistes ou humains. L'expérience d'Enoch permet au public de ressentir cela. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise décision, mais nous ne savons pas comment les choses vont tourner pour lui. Mais il s'agit de ressentir son dilemme et d'essayer de s'identifier à ce qu'il vit. Ce faisant, nous espérons pouvoir enrichir nos propres perspectives. Donc on voit bien un petit peu comment elle a pensé son film aussi, hein, en fonction de cette problématique-là. C'est-à-dire que c'est pas un film où elle tourne en fonction de ce qui vient de la matière, quelque part, uniquement, même si elle prend ce qui vient, mais où on sent que peu à peu, il y a une pensée qui se développe et où elle va sélectionner, choisir ce qui va dans le sens de cette pensée-là, de ces problématiques-là. Et on sent bien que le film développe des problématiques, finalement. Et ça nous ramène, pour finir, puisque je pense que on a un peu, enfin, on n'a pas fait le tour de la question, mais je crois que c'est le moment de... Et ça nous ramène à ce qu'on disait au départ, même si je pense qu'il serait un peu exagéré de généraliser ces femmes qui arrivent documentaristes pour traiter de sujets aussi importants, aussi complexes, et qui font preuve d'une très très grande subtilité, qui fait et qui vient du fait que, en fait, elles n'ont pas d'idéologie préalable, elles n'ont pas de voile préalable. Il y a quelque chose qui relève de l'attention intelligente à ce qui se passe, et qui fait qu'en enregistrant ce qui se produit devant elles, eh bien, elles arrivent aussi à enregistrer ce qui, dans cette réalité-là terrible, existe comme effectivement contre-discours, quoi. Voilà. Et c'est ce qui fait l'épaisseur, c'est ce qui fait la densité, c'est ce qui fait la subtilité de ce genre de film dont on a besoin et dont on a vu quand même un certain nombre pendant
cette programmation. Et ce qui est en plus intéressant ici, c'est que c'est quand même une blanche sud-africaine, Oui, c'est-à-dire qu'il porte ça. quand même une histoire qui n'est pas Tout à simple fait. non plus, qui n'est pas neutre, et qui se pose véritablement c'est des pas un hasard. questions qui sont d'une pertinence C'est pas un hasard. impressionnante. Et qui se trouve être maintenant minoritaire dans son propre pays. Absolument. Ouais, voilà. Ben, je pense qu'il est. Enfin, là, on peut continuer Le cette temps discussion. passe. On aura d'autres occasions de la poursuivre aussi à l'occasion d'autres films. Merci Olivier, merci à Tara. nous, hein, et merci au festival d'avoir donné la possibilité, à nous donner la possibilité de discuter, de réfléchir et de partager cette réflexion aussi avec le public. De toute façon, comme on le disait tout à l'heure, notre aventure continue, elle se poursuit, elle va se poursuivre encore jusqu'à la fin de juillet avec d'autres films, d'autres débats, d'autres discussions. Merci à toutes, merci à tous et bonne soirée. Bonne soirée et bonne nuit.